Bon, j'ai juste une question à propos de l'accès de cette plateforme-là. Parce que dès demain, non, hier, M. Gueye m'avait envoyé le lien et on essaie de s'y accéder, mais ça n'allait pas. Donc, je voulais juste que vous reveniez sur l'accès de cette plateforme. D'abord. Monsieur Gueye, est-ce que vous avez envoyé la liste des emails des étudiants à M. Damba? Parce que normalement, vous devez avoir un compte et via le compte, vous accédez à la plateforme. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai déjà envoyé ça depuis la semaine passée. Il avait même créé le compte. C'est lui qui m'a dit que le mot de passe s'était passé. Donc, ce que je fais, c'est que je propose, c'est que M. Sarr va continuer et après le cours, Moustapha, Oui. donc je vais vous prendre en off et on va appeler, je vais appeler directement l'autre là. Je vais régler le problème s'il y en a. D'accord? D'accord, monsieur. Ok. Alors, il y a d'autres questions ou d'autres observations par rapport à la méthodologie du cours? Bon, s'il n'y en a pas, je vais, pour exceptionnellement aujourd'hui, vous faire une petite présentation sur l'introduction. Ça, c'est vraiment pour les étudiants du cours du soir et les étudiants du cours du jour qui le désirent, ils peuvent rester, mais qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tenus de le faire, mais plutôt d'aller sur la plateforme et déjà de commencer à avoir des autres ressources, par exemple sur la classification des modèles, etc. Et les vidéos qui sont associées derrière pour mieux comprendre encore pourquoi on a besoin de faire des bases de données réparties. Alors, vous m'interpellez à chaque fois que vous avez des soucis ou des questions à poser. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est Mbalo. S'il vous plaît, on ne voit pas votre écran. Oui, parce que je l'ai désactivé. D'accord. Mais ça va revenir parce que je cherchais le fichier que je ne trouvais pas. Ah, d'accord. Mais il est sur le point d'être retrouvé. D'accord. Alors, est-ce que vous le voyez, vous tous? Oui, on voit maintenant. Oui, c'est bon. Alors donc, c'est un cours qui parle de bases de données d'abord. Et quand on parle de bases de données, nous nous rappelons tous qu'elles ont été introduites pour faciliter la gestion des informations. D'accord? Donc, parfois, les informations peuvent être assez volumineuses. Par exemple, sur l'image, vous voyez un monsieur devant une pile de dossiers et il doit gérer donc ces informations. Et quand il doit retrouver une information, il faut qu'il arrive à dépiler le bon dossier ou bien la bonne chemise et récupérer les informations. Mais l'autre chose, déjà sur sa table, on voit que lui, on ne le voit plus. Il est invisible parce que tout simplement, il est submergé par les données. Donc, cela signifie que... Oui. Est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran? On dirait que le slide ne bouge pas. Hein? Il est en plein écran. Ah, d'accord. Mais nous, donc c'est l'autre fenêtre qu'on voit. Quelle fenêtre? Alors, je vais... Laisse-moi un moment. On the full screen.
Est-ce qu'il y a du mieux? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je disais que, voilà, quand le volume de formation est assez important, ce qui est d'être submergé et que les bases de données, donc, peuvent être des solutions pour vous aider à mieux ranger ces informations ou bien mieux garder ces informations. Et les bases de données aussi ont été introduites pour, au-delà de stocker des données ou de stocker des informations, de pouvoir retrouver facilement ce que l'on cherche. À un moment donné, on veut par exemple les informations relatives à un événement qui s'est passé à la date X. Alors là, vous voyez que c'est une information précise et que tel que les dossiers ont été structurés ou bien ont été stockés, si on doit récupérer cette information, on est obligé de regarder pratiquement partout. Et c'est une vraie perte de temps. Pour éviter ça, donc, les bases de données ont été introduites parce qu'une fois que vous avez stocké les informations, vous pouvez interroger la base de données via le SGBD et ce dernier, donc, vous retourne la donnée de la manière la plus rapide possible. Les bases de données ont été également conçues pour, une fois que les informations sont stockées, qu'on arrive à les partager avec. Oui, qu'on arrive donc à collaborer autour de ces données. Supposons que nous avons une entreprise avec 10 services et que l'entreprise dispose d'une base de données qui garde les informations de tous les services. Vous convenez avec moi que c'est donc indispensable que ces services puissent accéder à la base de données, d'une part, mais de temps en temps qu'un service ait besoin d'accéder aux données de l'autre service pour la continuité du travail ou bien pour faire un travail. Et donc, si vous n'avez pas une solution informatique ou bien un logiciel qui vous permette de faire ce partage et cette collaboration, vous risquez de perdre beaucoup de temps ou bien de ne pas arriver à atteindre vos objectifs. Le seul problème, c'est que le partage génère un autre problème. Quand nous avons 10 services et que, imaginez, ces 10 services ont besoin d'accéder au même instant à la même donnée, c'est-à-dire à la même information. Chacun a tendance peut-être à tirer de son côté en disant que oui, moi j'en ai besoin en plus ou bien en priorité et vous pouvez attendre, etc. Ça crée donc ce qu'on appelle de la contention, ça crée ce qu'on appelle un conflit par rapport à un besoin, c'est-à-dire le besoin d'accéder à l'information sollicitée par tout le monde. Donc, les bases de données ont permis de faire le partage, mais par ce partage, les bases de données ont introduit un autre problème. Ou bien, quand on fait ce partage avec une base de données, on introduit un autre problème qui est l'accès concurrentiel ou bien qui est l'accès simultané à des données et ce qui peut ralentir rapidement la performance de la base ou bien ce qui peut créer même à un moment donné une indisponibilité de la base parce que comme tout le monde se retrouve, personne n'a accès et on perd du temps nous tous. Donc, une manière de résoudre ce problème, pour dire que ce n'est pas l'unique manière, il y a 25 autres manières. Et normalement, dans le cadre d'autres cours, vous avez vu que quand j'ai une base de données pour plus ou moins augmenter les performances, je pouvais faire recours à ce qu'on appelle de l'indexation, à ce qu'on appelle peut-être du clustering, mais également à ce qu'on appelle juste l'augmentation des ressources. Par exemple, le fait d'avoir une machine beaucoup plus puissante, avec un disque dur beaucoup plus grand, une mémoire beaucoup plus élargie, vous pouvez déjà résoudre le problème. Mais ce n'est pas que ces solutions souvent qui sont utilisées. On peut y faire recours aussi aux bases de données distribuées, c'est-à-dire la base de données que vous avez tout à l'heure et qui faisait l'objet de convoitise va être divisée en plusieurs morceaux. Et quand c'est divisé en plusieurs morceaux, nous croisons les doigts pour que tout le monde n'ait pas besoin d'accéder au même morceau. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai 10 services, je prends ma base de données, je divise ça en 10 parties. Chaque partie relative à un service. Et je dis, si jamais à tout moment,
un service n'a besoin que des informations relatives à son service, alors il va accéder à son morceau sans engendrer ou bien ça créer un problème sur l'autre service ou bien sur les données de l'autre service. Et donc, si on a cette situation qui est quand même l'idéal, on est gagnant parce qu'on avait une seule base où tout le monde devrait se retrouver à un même moment pour accéder à des données, que ces données soient donc les données que tous ont besoin ou que ces données soient des données que, en fait, personne d'autre n'a besoin à part un service. Vous êtes obligé de passer par la même base. Maintenant, quand vous divisez ça, vous gagnez du temps parce que vous allez accéder à votre service, c'est-à-dire vos données relatives à votre service uniquement. Mais malheureusement, cette situation idéale ne se présente pas toujours. De temps en temps, je peux avoir les données de mon service. Je peux avoir également les données de l'autre service pour réaliser une tâche. C'est-à-dire, il me faut les données de mon service et les données de l'autre service pour pouvoir réaliser la tâche que je dois faire. Et vous comprenez à ce moment que bien qu'on a divisé la base, le problème de la concurrence que nous avions voulu éviter en divisant la base se reproduit. Mais fort heureusement, on dit que ces situations sont des situations rares. Parce que la plupart du temps, si on fait une bonne division, on arrive à faire de sorte que chaque service n'ait accès qu'à ses propres données. Et très rare que ces services-là aient accès, ou bien qu'un service ait accès aux données des autres services. Voilà en fait le pari que l'on cherche à gagner. Donc, diviser la base de sorte que, à un moment donné, chacun n'ait pas le besoin d'aller au-delà de sa partition ou bien au-delà des données qui lui sont réservées. Donc voilà, ces données maintenant, quand nous les partageons, il va falloir les stocker sur différentes machines, d'accord? Parce que si je les mets sur la même machine, ça peut être bien si la machine elle est super puissante, mais si la machine n'est pas puissante, le fait de subdiviser les données et de les mettre sur la même machine, vous gardez le même problème. Donc, nous retenons que nous divisons la base en plusieurs morceaux, mais ces morceaux ne seront pas également laissés généralement sur la même machine, mais plutôt ces morceaux doivent être répartis sur plusieurs machines. Et donc, si on veut résumer plus ou moins ce que nous venons de voir, en termes de bases de données centralisées, on va dire que les bases de données centralisées créent des points de congestion, c'est-à-dire il y a des lenteurs d'accès par rapport aux données, s'il y a beaucoup de personnes qui veulent accéder aux mêmes données. D'autre part, le temps de réponse va être élevé, le temps de réponse moins, parce que comme nous sommes nombreux à vouloir accéder à la même base et que malheureusement la base n'a pas plusieurs ports, parce qu'un SGBD n'écoute qu'avec un seul port. Donc, à un moment donné, on est obligé malheureusement de faire une petite file d'attente et cette file d'attente va avoir une répercussion sur le temps de réponse. Et ce qui va avec l'augmentation généralement de ce temps de réponse, c'est un débit transactionnel faible. Parce que si je dois rester assez longtemps sur la file avant que la transaction ne soit exécutée, cela signifie tout simplement qu'en termes de nombre de transactions que je vais exécuter par unité de temps, ce débit-là va être très faible. Donc, cela va de pair. Donc, les temps de réponse et les débits transactionnels, généralement, sont corrélés. Ce n'est pas toujours le cas, par contre. Mais généralement, quand le temps de réponse est élevé, le débit transactionnel est faible et vice-versa. Un autre problème, c'est la disponibilité des données. Parce que quand vous avez un seul ordinateur, c'est-à-dire une seule machine qui héberge vos données, et que cette machine tombe en panne, ça veut dire que vous ne pouvez plus accéder aux données de votre base. Et c'est ce qui se passe quand vous avez une base de données centralisée. Et comme c'est une seule machine aussi, bien entendu, celui qui va traverser les failles de la sécurité de la machine va également atteindre vos données. Donc la sécurité, elle est plus faible. Alors que si vous avez par contre pas une seule base de données, mais plusieurs bases de données qui sont réparties sur plusieurs machines, vous convenez avec moi que
ça va être beaucoup plus difficile de traverser les failles de toutes les machines. Donc, on peut atteindre une machine, mais par chance, les autres machines vont continuer à fonctionner, c'est-à-dire sans avoir le virus qui a créé un problème sur la première machine. Donc, ça, c'est les limites des bases de données centralisées que les bases de données réparties vont chercher à repousser. Et voilà, on peut donc, vu d'un autre angle, les avantages d'une base de données répartie. Donc, on va dire qu'une base de données répartie va présenter les avantages de diminuer les points de concession et également de réduire l'indisponibilité des données. Autrement dit, d'améliorer la disponibilité des données. Est-ce que jusque-là, il y a des questions ou bien il y a des observations? Alors, s'il n'y en a pas, on va voir qu'en termes de définition, il y en a plein, mais dans le cadre de ce cours, on va en choisir deux. La première définition que nous allons prendre, c'est qu'une base de données répartie, c'est un ensemble de bases de données qui sont sur différents sites. Et quand l'utilisateur accède à cet ensemble de bases de données, il va penser qu'il a une seule et unique base de données. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez votre base, mais celle-ci, elle est distribuée sur plusieurs machines. Donc, l'utilisateur qui manipule cet ensemble de bases distribuées ne va pas se rendre compte que ces données sont distribuées. Pour lui, la base, elle est centralisée, elle est sur une seule machine. Donc, on règle souvent ce problème de transparence parce que le fait que l'utilisateur ne voit pas la distribution, mais plutôt à l'illusion qu'il a une seule base de données, ça, on dit qu'on fait de la transparence. On peut donner l'illusion d'avoir qu'une seule base de données alors qu'il y en a plusieurs, on dit qu'on a assuré ou bien on fait de la transparence. Vous avez plusieurs bases de données réparties sur plusieurs sites. Naturellement, quand les données doivent quitter un site A et puis d'autres données provenir d'un site B, d'autres d'un site C, on devrait sentir un temps de latence, c'est-à-dire le temps de communication, le temps nécessaire pour que les données quittent le site A, le site B, le site C. Mais heureusement, quand on fait de la transparence, on devrait faire de sorte que l'utilisateur ne le sent pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'utilisateur, s'il a besoin d'accéder aux données, il va faire une requête. Par exemple, une requête par rapport à une table. Et pourtant, on sait que cette table n'est pas sur une seule machine, mais plutôt elle a été distribuée sur plusieurs machines. Et donc, sa requête, en principe, devrait être écrite de sorte que une partie de la requête aille chercher les données sur la source A, une partie de la requête aille chercher les données sur la source B, une autre partie sur la source X, etc. Et cette requête donc que l'utilisateur va écrire, l'utilisateur se rendra compte que la base de données, elle n'est pas unique. La base de données, elle est plutôt distribuée. Parce que dans sa requête même, elle a préétabli des connexions avec le site A, avec le site B, avec le site C, afin de récupérer les données quelque part. Et si vous arrivez à faire ça, donc vous n'avez pas de la transparence, ou autrement, l'utilisateur ne sentira pas que la base de données, elle est unique. Au contraire, il verra que c'est une base de données distribuée. Donc voilà, en ramasser un peu, qu'est-ce que nous sous-entendons derrière le fait que l'utilisateur doit garder l'illusion que la base, elle est centralisée, elle est unique. Donc, première définition, ensemble de bases de données distribuées sur différents sites, mais pour un utilisateur, la base de données est sur un seul site. Elle est unique. Une deuxième définition, on va dire que la base de données, c'est une collection de données logiquement liées. Alors, ici, le concept qu'il faut ajouter par rapport à la première définition, c'est surtout l'aspect logiquement lié. Qu'est-ce que cela signifie? Si je prends des données qui n'ont aucun lien, aucune relation, vous les mettez par exemple sur un site A, et puis vous mettez une autre partie sur un site B, là, vous n'avez pas une base de données répartie.
il y a une base de données répartie si les données que vous avez stockées sur vos différents sites ont un lien ou bien sont logiquement liées. D'accord? Donc, c'est l'élément essentiel que vient rajouter ou compléter la deuxième définition par rapport à la première définition. Alors, quand on a une base de données, il nous faut un SGBD. Et nous nous rappelons tous que le SGBD, c'est ce logiciel ou cet ensemble de logiciels qui nous permettent de créer des bases et de les manipuler. Alors, par manipulation, on sous-entend tout ce qui est création de données, donc insertion, modification, suppression et lecture. Par manipulation aussi, on sous-entend tout ce qui est gestion de la cohérence, gestion de la sécurité, gestion des sauvegardes, etc. Donc, on voit que le SGBD nous permet de faire tout ça. Il va de même pour une base de données répartie. Il va avoir besoin d'un SGBD réparti. Généralement, ce SGBD réparti peut se faire sur les dictionnaires de données. Par exemple, le dictionnaire de données est réparti. Et pour rappel, le dictionnaire de données ou bien les métadonnées d'un SGBD, c'est tout ce qui est information dont a besoin le SGBD pour fonctionner. Donc, pour que le SGBD démarre, il a besoin de charger des fichiers. Pour que le SGBD réponde à votre question, par exemple, vous avez sollicité les étudiants de cette année, donc vous faites la requête, il faut que le système ait des informations sur où est-ce qu'on a stocké les données des étudiants et quels sont les moyens qu'il peut utiliser pour accéder à ces données. Donc, ces informations nécessaires au fonctionnement du système, c'est ce qu'on appelle le dictionnaire de données, qui n'a rien à voir avec les données des utilisateurs. Les données des utilisateurs, c'est plutôt les informations que vous stockez. Donc, vous voyez que donc, il y a deux types d'informations. Les informations pour le système et les informations des utilisateurs. Et les informations pour le système, on les stocke dans le dictionnaire de données. Ce dictionnaire, donc, peut être réparti quand j'ai un SGBD réparti. Comme je n'ai pas une seule base de données, mais plusieurs bases de données, quand je fais une requête, il arrive des situations où cette requête va solliciter des données qui ne se trouvent pas sur une seule machine, mais plutôt sur plusieurs machines à la fois. Dans ce cas, il va falloir faire aussi un traitement des requêtes réparties, parce que la requête ne peut être exécutée en n'ayant que les données d'une base, mais il va falloir récupérer les données d'une base 1, d'une base 2, d'une base 3, d'une base N. Mais attention, ce n'est pas parce que je vais chercher ces données de ces bases et les mettre quelque part qu'on va parler de traitement de requêtes réparties. Non, généralement, on s'attend à ce que les requêtes mêmes soient après subdivisées en sous-requêtes et que celles-ci soient envoyées vers les différentes bases de données. Et c'est là où on parlera de traitement de requêtes réparties. Donc, attention, parce qu'il y a une petite nuance. Je peux avoir des données sur différentes machines et quand je fais un traitement, je le fais toujours en local. Parce que je prends toutes les données des autres sources, je les envoie vers un seul site et c'est ce site-là qui est dédié pour tout type de traitement. Par opposition au fait que je dis non, je ne vais pas prendre les données des autres sources et les mettre sur une seule machine, mais au contraire, c'est la requête même que je vais envoyer vers ces sources et les résultats de l'exécution de ces sous-requêtes vont être après regroupés quelque part pour être envoyés à l'utilisateur. Là, on parle donc de traitement de requêtes réparties. Bon, quand on parle de requêtes réparties, on fait allusion à tout ce qui est select, généralement. Mais quand on fait des mises à jour, on parle de transactions. Donc, traitement de requêtes réparties, traitement de transactions réparties. Et bien entendu, tout ce qui est gestion aussi de la cohérence et de la sécurité peut être réparti. Au lieu qu'une seule machine se préoccupe, ou bien qu'une seule base de données se préoccupe de gérer la cohérence et la sécurité de l'ensemble des autres bases de données, on peut répartir ce rôle sur les différentes bases de données engagées dans le système. Autrement dit, on peut dire, si on a besoin de faire le verrouillage, c'est telle machine qui s'en occupe. Alors, si on a besoin maintenant après de faire, par exemple, le déverrouillage, c'est plutôt telle machine. Si on va faire un contrôle par ordonnancement, pas par verrouillage, mais plutôt par estampillage, bon, c'est plutôt telle machine. Donc, ça veut dire
en termes de gestion de la cohérence, ce n'est pas une seule machine qui va s'en occuper, mais plutôt plusieurs machines. Alors, nous avons dit ça tout à l'heure, il faut faire attention, une base de données répartie, elle est précise. Elle est précise. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un ensemble de machines qui partagent, par exemple, l'horloge qu'on va dire que c'est une base de données répartie. Ce n'est pas parce que aussi j'ai une base de données avec plusieurs multiprocesseurs. Par exemple, vous avez votre machine et dans votre machine, vous avez plusieurs processeurs. Vous avez aussi des données derrière et que chaque processeur gère une partie des données. Vous dites vous avez une base de données répartie. Non, du tout. Et également, ce n'est pas parce que j'ai une base de données qui réside sur un seul nœud et que j'ai plusieurs autres machines du réseau qui accèdent à cette base qu'on va dire qu'on a une base de données répartie. Non, tout ça, ce n'est pas une base de données répartie. Donc, rappelez-vous que la base de données répartie exige que les données soient logiquement liées et que ces données se retrouvent sur plusieurs sites. Voilà, ça, ce n'est pas une base de données centralisée parce que les données se trouvent que sur le site 2. Qu'on voit que le site 1, le site 3, le site 4 et le site 5 vont accéder au site 2 pour accéder ou pour récupérer les informations. C'est le site 2 donc qui va les fournir tout ce qui est information dont ils ont besoin. Monsieur? Oui? S'il vous plaît, est-ce que vous déroulez les transparents? Parce oui. que jusqu'à présent, on est sur le premier transparent. Donc, il y a un problème avec le sharing. Hein? Ce que j'ai quitté, c'est... On vient juste de voir le dernier transparent que vous venez de parler là. Il y a un souci. Alors, il va falloir peut-être changer de plateforme. Depuis le début, c'est le premier transparent qu'on est en train de voir. Mais au moins, les fichiers, vous les avez? Oui, on les a ici. J'étais en train de dérouler depuis belle lurette les transparents. D'accord. C'est un peu bizarre. Alors, on est sans. Quel transparent? Oui, on voit le transparent BD centralisé dans une architecture. Voilà. Donc, je disais que ça, ce n'est pas une base de données centralisée. Plutôt, ce n'est pas une base de données répartie. Elle est centralisée dans le sens où, même si j'ai plusieurs bases de données, l'ensemble des bases de données est stocké sur un seul site, c'est le site 2. Donc, ce n'est pas une base de données répartie. Donc, le site 1, le site 3, le site 4 et le site 5 vont avoir besoin d'accéder toujours au site 2 pour récupérer les informations. Alors, vous voyez le nouveau slide? Oui, on le voit. Alors, cette fois-ci, on a une base de données répartie. Parce que vous voyez qu'il y a le site 2, le site 3, le site 4 et le site 5 qui hébergent les données. Donc, comme les données ne sont pas sur une seule machine, là, on va dire que c'est une base de données répartie. Faudrait-il que les données que nous avons sur ces différents sites soient des données logiquement liées. Parce que sans cela, ce n'est pas une BDR. Alors, une fois qu'on a ce besoin de faire une base de données répartie pour repousser les limites des bases de données centralisées, parce que nous avons constaté peut-être avec notre base de données centralisée les limites que nous avons citées précédemment, que notre choix est porté vers la mise en place d'une base de données répartie, on se pose la question comment on doit faire la conception. La conception est faite sur la base de la quantité de données que vous avez à gérer. Alors,
il faut pas oublier de fermer les micros. Hein. Je reviens sur le slide. Donc, je disais que l'approche ou la conception de votre base va dépendre de la quantité de données. L'endroit où vous voulez stocker vos données, parce que vous avez peut-être une entreprise qui a peut-être des agences au niveau de chaque région du Sénégal. Donc ça peut avoir un impact sur la manière dont vous allez faire la conception. Ou bien, vous dites non, ce n'est pas une entreprise qui a plusieurs agences et qu'à un moment donné, on a senti que la base de données, elle était centralisée, tout le monde y accédait, donc on veut maintenant que chaque agence ait sa base. Cette fois-ci, vous avez une entreprise A qui décide de fusionner avec une entreprise B. Donc, il arrive souvent que deux entreprises, voilà, se retrouvent pour créer une nouvelle entreprise ou bien pour former une nouvelle entreprise. Ou bien pour faire juste un consortium, un groupe. Et dans ce cas aussi, il y a une manière de concevoir la base de données répartie. Donc, on voit qu'il y a un guide. Je ne conçois pas une base de données répartie de la même manière pour n'importe quel contexte. Le contexte, donc, va jouer énormément sur le choix que vous avez à faire. Alors, la première approche, que l'on appelle l'approche descendante, ou bien l'approche par éclatement, c'est une approche qui part d'une base de données centralisée qu'on va diviser en plusieurs morceaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre entreprise qui a des agences au niveau de chaque région du Sénégal. Et qu'à un moment donné, vous voulez que chaque agence dispose de sa base. Et que les traitements de l'agence s'effectuent au niveau de l'agence. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin d'accéder au siège pour faire des traitements ou pour récupérer des informations. Dans ce cas, on dit qu'on a une approche descendante ou top-down. Alors, souvent, on dit qu'on part de rien, on part de zéro, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que parfois, la base de données peut être bel et bien là, bien opérationnelle, et vous divisez la base pour donc atteindre l'objectif que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire répartir ça sur différentes agences. Mais l'idée, c'est qu'on recherche de la performance en faisant ça. Alors, pourquoi on fait ces subdivisions? On ne le fait pas juste parce qu'on a voulu que l'agence de Bambey ait accès aux données au niveau de Bambey. C'est parce qu'on sait que si l'agence de Bambey doit se connecter à l'agence de Dakar, il y a le temps de communication, et comme l'Internet n'est pas quelque chose qui est garanti dans nos pays, c'est donc une bonne idée de faire de sorte que les données de Bambey restent à Bambey pour que l'agence de Bambey puisse y accéder sans avoir à faire beaucoup de communication. Bien que c'est une conception que nous pouvons avoir, c'est pas assez fréquent, c'est-à-dire de partir de zéro. C'est pas assez fréquent. Mais c'est fréquent quand même d'avoir une base de données qui est utilisée et à un moment donné, on décide de scinder ça en plusieurs morceaux. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la vraie vie. Après, il y a une deuxième approche que l'on appelle l'approche bottom-up ou l'approche par intégration ou l'approche ascendante. Cette fois-ci, c'est parce que vous avez l'agence de Bambey qui a sa base de données, l'agence de Thiès qui a sa base de données et l'agence de Ziguinchor qui a sa base de données. Et vous décidez maintenant d'intégrer ou de fédérer toutes ces bases pour en faire une seule. C'est-à-dire que la vue soit la même ou bien que les données soient plus ou moins vues ou comprises de la même manière à partir de n'importe quelle agence. Donc, dans ces genres de situations, vous partez de vos bases de données et vous créez votre base de données répartie que l'on appelle aussi une base de données fédérée. Alors, cette approche, bien qu'elle paraît quelque chose de simple, dites-vous qu'elle n'est pas du tout simple, parce que chaque base de données, elle est conçue peut-être par un informaticien. Et chaque informaticien a sa manière de concevoir ou de voir les choses. Vous prenez le cas juste,
d'un type entier. Quelqu'un va dire non, pour moi c'est un number, l'autre va dire c'est un integer, l'autre va dire non, non, pour moi c'est un float. Et pourtant, chacun de ces informaticiens a raison. Parce qu'on peut utiliser ces différents types pour stocker un entier ou bien pour stocker un nombre. Et donc, on verra qu'au niveau de chaque base de données, on va avoir des types différents. Ça, c'est un. Deuxièmement, quelqu'un va dire que pour moi, adresse, c'est la ville plus la rue plus le numéro de la maison ou de l'appartement, etc. Quelqu'un va dire, pour moi, l'adresse, c'est juste la ville. Donc, vous voyez que là, d'un point de vue sémantique, il y a divergence. On peut continuer à faire ce genre d'exemple qu'en termes de conception, les informaticiens n'ont pas la même vision des choses. Et que donc, quand vous avez différentes bases de données qui ont été conçues de manière séparée, et qu'à un moment donné, vous avez envie de regrouper ces bases de données pour en faire une base de données fédérée, vous vous heurtez au problème d'uniformisation, c'est-à-dire de consolidation de la sémantique, de faire de sorte que donc, quand on parle d'adresse, que tout le monde comprend que adresse, ça signifie ville, ou bien que tout le monde comprenne que adresse, ça signifie ville, rue, quartier, etc. Ça, c'est un. Vous allez faire également de sorte que les types soient identiques. Voilà. Vous allez faire de sorte que aussi, en termes de cohérence, vous utilisez la même stratégie ou bien le même protocole. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez peut-être d'avoir des soucis. Parce que vous allez envoyer de temps en temps des transactions. Malheureusement, comme les protocoles ne sont pas les mêmes, sur une base de données, il peut être exécuté correctement, et sur l'autre base de données, non, 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 il est rejeté parce que c'était en mode estampillage, et peut-être il y a une transaction qui est passée, et donc qui annule plus ou moins la possibilité d'exécuter cette nouvelle transaction. Donc, votre transaction ne va pas se réaliser. Donc, voilà, entre autres, des choses à faire en termes d'intégration, c'est-à-dire en termes d'uniformisation, en termes de préparation pour que l'intégration puisse se faire. Si on vous posait la question aujourd'hui, entre une base de données répartie fédérée et une base de données répartie que l'on a obtenue par éclatement, quelle est la manière la plus simple? Quelle serait votre réponse? Vous avez entendu la question ou bien vous voulez que je répète? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, on n'a pas bien entendu. Bonsoir. Bonjour, c'est Bamé Bayan. Pour moi, je pense qu'une base de données obtenue par éclatement est beaucoup plus facile à mettre en place qu'une base de données fédérée. Alors, pourquoi vous dites ça? Déjà, comme l'exemple que vous avez donné, en fait, si on a une base de données, comment dirais-je, fédérée, déjà, il se peut que, comment dirais-je, on n'a pas les mêmes structures des tables, en fait. Donc, il sera beaucoup plus compliqué de rendre ça homogène. Parce que là-bas, la structure est déjà bien définie. Donc, ce qu'on a à faire, c'est juste éclater, en fait. Oui, vous avez raison, d'une part, mais vous n'avez pas raison d'autre part, parce que ça dépend. Vous avez raison dans le sens où, oui, si les données ne sont pas conçues de la même manière, comme je viens de le dire, il vous faut un temps pour l'homogénéisation ou pour l'uniformisation des informations, surtout en termes de type, en termes de sémantique, etc. Vous n'avez pas raison, parce que de temps en temps, je peux avoir une base de données qui est centrale, mais avec un volume tellement important d'une part. Et après, en termes de sites, je n'ai pas l'idéal. Par exemple, au niveau des sites, je n'ai pas ce qu'il me faut pour stocker les données que je veux. C'est-à-dire, quand je fais la répartition, j'aurai du mal à placer les données comme cela se doit. Je n'ai pas un problème d'uniformisation, mais j'ai un problème de sites qui me permettent de faire exactement ce que je veux faire.
Et donc, tout dépend du contexte, tout dépend du problème. On peut dire a priori que l'approche par éclatement elle est plus simple, a priori, mais c'est à confirmer en fonction du contexte. Il se peut donc que dans certains contextes, que l'approche intégrative soit l'approche la plus simple parce que les données sont déjà là et il se peut que vous n'avez pas grand-chose à uniformiser. Parce que par hasard, les données ont été conçues de manière simple et plus ou moins avec une vision similaire, à quelques exceptions près. Donc, même si vous avez à faire de l'uniformisation, vous allez voir que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Donc, tout dépend du contexte. Et ça, j'ai l'habitude de le dire. Je ne dis jamais que telle approche est meilleure qu'une autre. Je ne dis jamais qu'une solution est meilleure qu'une autre. Je dis tout dépend du contexte. Donc, je dois comprendre maintenant chaque avantage de chaque solution, chaque inconvénient de chaque solution. Et quand le contexte se présente, que je fasse l'analyse pour voir quelle est la meilleure solution. Est-ce que c'est bon? Voilà. Oui, c'est bon. Alors donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là parce que si vous vous retrouvez dans la plateforme, vous allez voir que le cours introductif s'arrête au niveau de ce slide. D'accord? Et vous allez avoir une vidéo de Mouché Gueye qui va revenir sur donc, certains concepts que j'ai énoncés ici, mais qui va vous parler également d'autres concepts. Donc, ça va vraiment enrichir votre compréhension en termes d'introduction. Et d'autre part aussi, vous allez voir qu'il y a un cours sur ce qu'on appelle les distributions ou bien les techniques de distribution des données. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on parle d'une base de données répartie, c'est-à-dire comment on distribue les données. Mais ça, on l'a fait dans une autre séquence. Et pour ne pas peut-être vous embrouiller trop, nous allons nous arrêter là, parce qu'il va bientôt faire moment de rompre le jeûne. Et qu'on vous demande maintenant d'aller continuer avec les vidéos, la notion ou bien la gestion de la distribution des données, c'est-à-dire les différents modèles de distribution des données. Vous avez des vidéos là-bas avec le support de cours. Regardez ça. Et si vous avez des questions ou des incompréhensions, vous les notez. La semaine prochaine, ou bien avec Mouché Gueye même le vendredi, je ne sais pas, c'est vendredi ou jeudi, hein, il va vous expliquer ou vous aider à comprendre ce qui cale ou ce qui n'arrive pas à entrer dans la compréhension ou dans votre manière de comprendre les choses. Parce que vous pouvez comprendre une chose, mais vous avez des doutes, donc c'est le moment d'en échanger avec lui quand vous le verrez ou quand vous l'aurez en ligne le vendredi. Sinon, on peut le faire le mardi prochain, c'est-à-dire la prochaine séance. Des questions ou observations? Alors, s'il n'y en a pas, bon, M. Gueye, je pense qu'on peut s'arrêter là. D'accord, M. Sarr. Donc, je précise que notre prochaine séance se fera vendredi. Donc, les séances se feront les mardis et les vendredis. Les mardis avec M. Sarr et les vendredis, donc, de façon plus pratique, avec moi. Voilà, donc je pense que c'est bon. Je vais régler donc avec Moussa Fagnès le fait qu'il ne puisse pas accéder à la plateforme FAD. Quoi. Okay. Moussa Fagnès, je t'appelle juste après. Voilà, et n'hésitez pas, il va y avoir, je vais activer le forum sur la plateforme. C'est également un endroit où vous pouvez partager vos inquiétudes, vos observations, vos questions, et que aussi les autres étudiants peuvent répondre. C'est-à-dire quand quelqu'un a une préoccupation qu'un étudiant peut résoudre, mais on peut le faire via le forum. Donc, je vais mettre tout à l'heure le forum en ligne.
et sentez-vous à l'aise vraiment de dire exactement ce qui ne va pas et qu'ensemble avec M. Gueye, on verra comment régler ces problèmes-là. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Ok, donc sur ce, à la prochaine et bonne fête de Korité parce que je ne vous reverrai pas ou je ne vous aurai pas en ligne avant. Allez, à bientôt. Merci, Merci à vous. aussi. Merci à vous aussi. Celui qui avait lancé l'enregistrement, qu'il n'oublie pas de fermer l'enregistrement et de nous envoyer ça après, Inch'Allah. Merci beaucoup. L'heure de préparation de ndogu jot na. Salut les gars. Si vous avez enregistré ce que le prof vient de dire, vous pouvez me l'envoyer s'il vous plaît. Je crois que les vidéos qui viennent d'être enregistrées là, vous pouvez l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Les vidéos qui sont enregistrées, on peut les envoyer dans le groupe WhatsApp.